Bonjour à tous, merci de m'avoir rejoint pour cette web démo autour de la sécurité informatique, notre nouvelle offre, mais pas que. Passer en revue quelques quelques éléments autour de la sécurité informatique, la cybersécurité en règle générale. Donc juste très rapidement pour introduire un peu pour nous présenter en fait le groupe NVL. Euh, donc on est un groupe informatique qui a 35 ans d'expérience autour de différents métiers de l'informatique, représentés par les structures et les marques que vous avez là sous les yeux, que vous connaissez peut-être déjà. Au global, on est un peu plus de 200 collaborateurs, principalement situés sur le sud-ouest de la France. Et pour revenir un petit peu sur les marques, on fait différents métiers autour de l'informatique. Donc sur la partie autant en tant qu'éditeur et intégrateur de solutions applicatives, on intervient sur la partie formation, sur les métiers de l'informatique, aussi bien pour les utilisateurs, mais aussi pour les administrateurs avec des formations certifiantes. Et puis aussi, on le verra un petit peu, des formations autour de la cybersécurité. Novancy, qui est le métier un petit peu historique du groupe, qui est une société de services en informatique, mais aussi qui de plus en plus monte des solutions managées avec une grosse partie de son activité autour de solutions de maintien en conditions opérationnelles notamment. Et puis D-Line Expertcom, qui regroupe les activités d'opérateurs, d'hébergeurs, de solutions de télécom, et puis là encore de solutions informatiques managées, et en particulier de solutions de sécurité managées. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail de la cybersécurité, donc je vais commencer par aborder quelques enjeux liés à la cybersécurité. Donc on a bien entendu la continuité de l'activité et de la production, puisqu'aujourd'hui l'informatique est bien souvent nécessaire ou indispensable au fonctionnement de l'entreprise, que ce soit pour saisir des commandes, saisir des factures, réaliser même des devis, accéder à des prix, à des catalogues, accéder à de l'information. L'informatique est aujourd'hui centrale. Donc bien entendu, le fait de pouvoir faire son métier, d'avoir une activité continue, est un enjeu de la cybersécurité, puisque bien entendu, les différentes attaques par éventuellement des groupes de hackers ou des problèmes informatiques, hein, tout simplement, ou des événements extérieurs qui viennent perturber le fonctionnement des serveurs, entraînent directement des conséquences sur l'activité de l'entreprise, sur des chaînes de production, sur des chaînes de prise de commande, de facturation, etc. Enfin, vous savez, dans vos entreprises. Euh, un autre enjeu, c'est la conservation des secrets de fabrication, donc la conservation de la propriété intellectuelle de l'entreprise. Alors ça peut paraître comme ça destiné à plutôt des grands groupes qui protégeraient des brevets ou des choses comme ça, mais pas forcément. J'ai eu dans ma carrière, en tout cas d'informaticien, des exemples concrets, par exemple de personnes qui sont parties d'une société dont le compte n'a pas été supprimé, qui sont revenus accéder à une messagerie, accéder à des informations auxquelles elles n'auraient pas dû avoir accès, faute d'une sécurité bien gérée dans l'entreprise, et qui du coup ont pu potentiellement se positionner sur des appels d'offres en concurrence avec leur précédente société parce qu'ils avaient eu des accès non autorisés à de l'information. Donc la partie conservation des secrets de fabrication, c'est un enjeu qui concerne pas forcément que les grosses entreprises, mais bien maîtriser sa sécurité, c'est vraiment, ça peut concerner tout type d'entreprise. On a aussi la partie juridique qui est de plus en plus impactante quand même, notamment du fait de la CNIL et puis du règlement européen sur la protection des données personnelles, qui prononce des sanctions. Vous en avez peut-être vu passer parfois dans les journaux, dans les actualités, qui sont de plus en plus conséquentes et impactantes pour des entreprises et des entreprises de tout type, hein, parfois même des associations qui se sont vues prononcer des peines d'amende et de mise en conformité relativement élevées ou en tout cas significatives à cause de failles de sécurité qu'elles ont pu avoir qui mettaient à disposition
des données personnelles à des personnes non autorisées. Et puis un dernier enjeu que je cite ici, c'est l'image de marque de votre entreprise qui peut être entachée par une attaque ou par une panne informatique, aussi bien au niveau un petit peu global ou même des clients qui peuvent potentiellement subir les conséquences d'un problème informatique au sein de votre organisation. Il y en a probablement d'autres que vous avez en tête, mais les principaux enjeux ici, euh, ceux que j'avais en tête sont ici en tout cas. Les menaces, en dehors de, là on fait un focus vraiment sur on va dire la cybercriminalité. Donc les menaces, ce sont des groupes de hackers qui sont organisés. Donc pour illustrer ça, on met souvent une personne avec une capuche derrière son PC. Mais on est au-delà de ça. On le verra dans la slide après. On est aujourd'hui sur des groupes, des vraies organisations qui gagnent de l'argent, pour qui c'est entre guillemets le métier de faire ça et qui sont vraiment organisés pour aller cibler des attaques. Et puis ça peut être des États, hein, sans rentrer dans de la politique. Hein, euh, on l'a vu dernièrement. Pour en tout cas montrer des accords au niveau Europe de la guerre qui se passe en Ukraine. Il y a des sanctions qui sont prononcées, qui sont économiques et en représailles, euh, on peut s'attendre et il y a pu y avoir aussi des attaques à destination, enfin des attaques informatiques à partir d'États, depuis des États pour soit mettre à mal une économie, soit potentiellement aussi voler de l'information euh, à d'autres pays en s'attaquant là principalement en général à des grosses entreprises qu'on appelle les OIV, les organismes d'intérêt vitaux, mais potentiellement aussi à d'autres entreprises. Un exemple qu'on a pu voir, c'était notamment lié au terrorisme et à des attaques terroristes qu'il y avait eu, et notamment étaient ciblées les collectivités et les sites web des collectivités qui en partie, enfin pour certains en tout cas, qui s'étaient fait pirater, avaient été ce qu'on appelle défacés, à savoir que la page d'accueil était remplacée par de la propagande islamiste en l'occurrence. Euh, Comment ces attaques sont générées? Alors, c'est par l'exploitation de vulnérabilités. Donc, l'exploitation de vulnérabilité, c'est en fait profiter d'un système d'exploitation ou d'un service qui est exposé à travers d'Internet et qui serait vulnérable, donc qui aurait une faille connue. Donc bien souvent, il s'agit d'un système qui a probablement pas été patché, dont une faille a été découverte par un pirate ou par un groupe ou par des chercheurs parfois dont le job est d'aller chercher des failles de sécurité et cette faille et la manière de l'exploiter peut être publiée euh, et dans ce cas-là ensuite elle est exploitée par un ransomware, un virus, un hacker qui va exploiter cette faille pour pénétrer un système. Il y a aussi bien sûr les malwares et puis enfin le phishing. On va un peu plus dans le détail sur un exemple donné. Euh, À quelle fin? Tout simplement, comme je disais tout à l'heure, la destruction, hein, tout simplement mettre à mal potentiellement une économie, un secteur, euh, tout simplement dans un but malveillant. Euh, Encore une autre possibilité, c'est de l'espionnage industriel. Ça peut être le cas pour aller voler de l'information. Alors, comme je le disais, de l'échelle un petit peu importante sur de l'intelligence économique, éventuellement entre pays ou très grosses organisations, mais aussi à plus petite échelle pour aller chercher de l'information chez son concurrent. Mais bien souvent, ce qui nous intéresse en tout cas, la menace la plus visible et qui touche le plus d'entreprises aujourd'hui, je pense, ça reste la partie ransomware. À quelle fin? C'est avant tout du vol pour gagner de l'argent, en fait, tout simplement. Donc les menaces, pour vous donner
des ordres d'idées sur des chiffres, le coût annuel aujourd'hui, il est estimé à 500 milliards de dollars par an, soit 2 fois le PIB de la France, hein, pour donner un ordre de grandeur. Les informations qui sont issues à l'écran, j'ai mis les références en bas des articles qui mentionnent ces chiffres. Je pourrais vous les communiquer si vous le souhaitez. N'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs par l'intermédiaire du petit panneau de questions du GoToWebinar. Euh, donc c'est représentatif. C'est un marché aujourd'hui qui rapporte au groupe de hackers de 1500 milliards de dollars par an. Le trafic de stupéfiants, en comparaison, c'est 250 milliards de dollars. Donc, en gros, pour résumer, c'est 5, 6, 7 fois plus, 7 fois plus que le trafic de stupéfiants, le piratage informatique. Donc pourquoi je cite ces chiffres, pas juste pour dire voilà que c'est un gros marché, mais pour dire que bah, ce sont des groupes organisés, c'est pas juste des gars avec un sweat à capuche derrière leur écran, c'est des gens organisés qui ont des moyens, qui ont les moyens de développer des applications, de développer des ransomware. Et aujourd'hui, les ransomware qui attaquent les entreprises sont bien souvent ce qui s'appelle des ransomware as a service, c'est-à-dire qu'il y a des organisations plutôt, qui fabriquent des ransomware et qui les mettent à disposition as a service à ce qui s'appelle leurs affiliés. Donc on voit ici un petit tableau comparatif, ce qui est de la responsabilité ou de ce que fait l'opérateur du ransomware et ce que font les affiliés. Donc par exemple là, l'opérateur va recruter en fait des affiliés hein, et va avoir quasiment un service commercial qui va aller chercher des personnes pour acheter leur produit qui est un ransomware. Euh, Ils vont leur proposer une plateforme en fait hein, sur laquelle ils vont pouvoir fabriquer leur propre ransomware à partir d'un dérivé du code source standard du corps de leur ransomware pour le dériver pour une attaque bien précise ou pour faire une attaque plus généralisée. L'affilié, lui, de son côté, va cibler des victimes hein, en fonction peut-être d'un travail qu'il aura fait au préalable et en trouvant une exploitation en particulier. Euh, L'opérateur va aussi mettre en place une plateforme dédiée de ce qu'on appelle de command and control. Euh, En fait, à partir du moment où un ransomware va pénétrer un réseau d'une entreprise, il va faire des appels à son centre de commande et contrôle. Et à partir de là, l'affilié, là, en l'occurrence, va pouvoir contrôler son virus et lui donner des actions à faire. Des actions comme se déployer sur le réseau, comme attaquer un serveur en particulier, comme aller exfiltrer de la donnée, etc. Et ils vont même mettre en place des plateformes de support technique, des plateformes de paiement en ligne pour valoriser en fait leur attaque. Donc bien entendu, ça entraîne une réponse quand même au niveau service de sécurité et notamment récemment, ça a enfin des opérations coordonnées entre différents pays et notamment via Europol ont permis des arrestations pour essayer de cibler les principaux opérateurs et essayer de faire en sorte d'éviter les nuisances qu'ils peuvent générer. Malgré tout, il faut aussi se protéger au niveau de l'entreprise et protéger nos systèmes d'information, euh, puisque on le voit, hein, c'est des organisations qui ont des moyens. Donc un exemple un petit peu d'attaque typique et qu'on peut retrouver assez régulièrement hein, dans des cas de figure malheureusement. Euh, la compromission initiale, elle peut venir d'un spam, d'un email. C'est le premier exemple qui est cité ici. C'est le moyen le plus simple et le plus sûr pratiquement d'arriver au réseau de votre entreprise ou de votre collectivité, pardon. Le spam ou l'email, pratiquement par si un anti-spam hyper robuste, etc., va arriver jusqu'à la boîte aux lettres du destinataire et on sait que par là, de l'information peut aller jusqu'au réseau de votre entreprise. Donc c'est vraiment le moyen le plus simple d'arriver à faire entrer un logiciel
dans un réseau ciblé, et aussi de faire des attaques en masse puisque c'est assez facile, comme les personnes du marketing savent très bien faire des emailing, les hackers savent très bien faire des spams envoyés à un certain nombre enfin un grand nombre de destinataires en tout cas pour potentiellement réussir à avoir au moins une entreprise qui, euh, qui clique sur le mauvais lien. Mais ça peut être aussi l'exploitation d'une vulnérabilité. Ça, bien souvent, c'est notamment sur tout ce qui est exposé sur Internet, bien entendu. Donc les sites web prioritairement, mais aussi les serveurs Exchange. En ce moment, on entend pas mal parler de toutes les failles corrigées au fur et à mesure sur les serveurs Exchange notamment, puisque bah, c'est des services qui sont exposés sur Internet pour recevoir les mails, pour que les utilisateurs puissent se connecter. Donc c'est des cibles entre guillemets faciles. Et puis il y a les attaques par brute force. Donc brute force, c'est essayer, enfin trouver un nom d'utilisateur et puis essayer différents mots de passe via un dictionnaire, de manière à pouvoir pénétrer le réseau d'une entreprise, ou bien des identifiants volés. Auquel cas, voilà, c'est des choses, des listes d'identifiants qui peuvent se trouver sur le dark web, qui ont pu être volés à l'issue d'une précédente attaque et qui sont réutilisés donc par de nouveaux hackers pour faire une nouvelle attaque ciblée sur des personnes en particulier qui potentiellement ont accès à des réseaux d'entreprises notamment, ou même à titre personnel, pouvaient très bien être rançonnés. Une fois que le système a été compromis, qu'il y a un petit bout de code qui a réussi à s'exécuter sur un de vos systèmes, que ce soit un poste, un serveur, euh, même potentiellement un mobile, euh, bien souvent, le ransomware, le virus, va essayer de faire, enfin, il va faire de la reconnaissance. Il va regarder un peu tout ce à quoi potentiellement il a accès, récupérer les noms des différentes machines du réseau environnant, les adresses IP, récupérer de l'information sur la topologie du réseau. Et il va essayer ce qu'on appelle de se latéraliser, c'est-à-dire qu'il va essayer de se déplacer sur le réseau en allant cibler bah, le poste d'à côté, le serveur d'à côté sur lequel il y a un partage de fichiers, potentiellement, ce qu'il va pouvoir faire ici, c'est utiliser un système d'exploitation. Par exemple, il est rentré avec un nom, un identifiant d'utilisateur simple, et il va repérer sur le réseau, tiens, il y a un serveur en Windows 2003 sur lequel je sais qu'il y a une faille qui me permet de faire une élévation de privilèges. Et comme ça, il va peut-être pouvoir s'appuyer sur un périphérique qui serait le maillon faible de votre réseau pour s'octroyer des droits qui, normalement, que l'utilisateur n'a pas. Euh, Par exemple, récemment, il y a un groupe de hackers qui a mis à jour son ransomware par rapport à la faille Log4j, euh, qui touche notamment le vCenter VMware. Donc VMware, c'est un logiciel de virtualisation. À l'intérieur, il y a un logiciel qui permet de piloter les serveurs de virtualisation qui s'appelle le vCenter. Ce logiciel bah, avait la faille Log4j. Et le ransomware, en fait, s'appuyait sur cette faille pour aller s'octroyer des droits d'admin sur le vCenter, ce qui leur permet d'avoir accès bah, à l'ensemble des serveurs qui sont hébergés sur le vCenter, et du coup à lancer ensuite des actions de chiffrement, d'exfiltration de données directement au niveau du vCenter. Donc ça, c'est la latéralisation. Donc pour faire ça, ils vont s'appuyer enfin, ils vont s'appuyer sur un certain nombre de failles et de vulnérabilités qui sont connues sur les systèmes, ou tout simplement par rapport aux droits que va avoir l'utilisateur qui s'est fait avoir au départ. Et tout à l'heure, je parlais du centre de command and control que les opérateurs de ransomware mettent à disposition. Et ben, bien souvent, ils vont communiquer avec leurs opérateurs via ce centre de commande et contrôle, c'est-à-dire que le virus installé sur le poste, qui est en train de se déployer, va communiquer de l'information à son centre de commande et contrôle, et les personnes, des êtres humains en face qui pilotent l'attaque, vont pouvoir communiquer des ordres au virus, à savoir, bah, peut-être que là, tu as repéré dans le nom qu'il y avait Active Directory, donc tu vas plutôt essayer de t'infiltrer sur ce serveur-là, ou alors, bah, on s'est bien latéralisé, maintenant le virus est bien déployé, donc tu vas commencer à exfiltrer de la donnée et puis à chiffrer les données du client.
Donc une fois que les données sont exfiltrées et que le chiffrement des données a commencé, ben, on va arriver à la demande de rançon, hein. Bien souvent, il y a voilà, le chiffrement des données qui est fait, un petit fichier texte qui est déposé avec les instructions pour payer la rançon, potentiellement les fonds d'écran sur les postes de travail, sur les serveurs qui sont changés pour indiquer des informations. J'ai lu aussi dans certains articles que certains ont profité pour recruter en fait au travers de ces écrans. Ils vont passer en gros des petites annonces de recrutement de hackers ou de recrutement d'informations. Ils vont proposer en fait des offres d'emploi quasiment, ou en tout cas des offres financières contre des informations de login mot de passe pour aller perpétrer d'autres attaques ensuite. Et puis bah potentiellement si la rançon n'est pas payée, publier des informations sur le darknet et puis ne pas donner la clé de déchiffrement pour récupérer les données. Donc ils vont complètement potentiellement paralyser une entreprise ou une collectivité ici. En parallèle, ils peuvent mener des attaques de déni de service, donc ce qu'on appelle les attaques notamment DDoS. Donc là, le principe d'une attaque DDoS, c'est qu'ils ont au préalable piraté un certain nombre d'équipements informatiques sur lesquels ils vont s'appuyer pour lancer des requêtes à destination de votre site web, à destination de votre serveur Exchange ou de services publiés sur Internet, de manière à le saturer complètement et à le rendre indisponible au vu de l'extérieur et des utilisateurs. Voilà, pour un exemple en tout cas de ransomware, sachant qu'aujourd'hui beaucoup d'attaques se passent de cette manière-là. Après, il faut pas non plus être focalisé que là-dessus. C'est pas le seul risque sur la cybersécurité, bien entendu. Il y a d'autres risques, euh, l'incendie, le vol de matériel, tout simplement. Euh, Comme je le disais tout à l'heure dans un exemple, le salarié qui s'en va, dont on ne désactive pas le compte, etc., etc. Bref. Ça, c'est un exemple, mais c'est celui qui fait un peu le plus peur quand même et qui est quand même très menaçant. Ensuite, là, je voulais faire un petit focus juste sur le métier de la cybersécurité. Là, j'ai mis en référence le site de Rafik Reman, qui est un auteur autour du sujet de la cybersécurité et qui met à jour une mind map, une map, un, un plan en fait euh, de ce qui est pour, alors j'allais dire pour lui, mais non, c'est fait de manière collaborative ce schéma, cette map, euh, de termes et d'actions autour du rôle de RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information, ou CISO en anglais. Euh, et on voit qu'il y a un certain nombre de références, de termes techniques. Alors, je vais pas aller dans le détail, je vais pas forcément zoomer, mais c'est un métier vraiment complet et complexe qui fait appel à un certain nombre de compétences dans différents domaines. Bien entendu, il y a des notions, alors je disais peut-être pas ici, mais de budget, il y a des notions de personnel, de sensibilisation à la sécurité, il y a des moyens techniques à mettre en œuvre, il y a de la supervision, de la surveillance à mettre en œuvre, il y a tout l'aspect légal et veille juridique. On y reviendra tout à l'heure, mais je voulais faire un petit focus sur ce qui a été identifié comme des points d'attention à avoir pour les années en cours. Et le premier point, on le voit, hein, c'est de réévaluer le risque par rapport aux défenses, par rapport au ransomware justement, euh, et notamment nos capacités de détection et de réponse face à ce risque. Et le premier point sur lequel notre attention doit se porter sur la partie cybersécu, c'est de faire une petite analyse d'impact business en cas d'attaque par ransomware. Et ça permet de se préparer à une attaque, de faire un petit peu ce travail-là, de voir ce qu'on a mis en place comme défense pour éviter ce type d'attaque. Et dans le cas où malheureusement une attaque pourrait arriver au bout, comment est-ce qu'on y répond, quelles sont nos capacités pour remettre en œuvre un système, etc.
Ensuite, c'est différents conseils. Je vais pas forcément tout lister. Enfin, je vais lister rapidement. Il y a réduire ou consolider les outils de sécurité et les prestataires de manière à simplifier, j'imagine la gestion de la sécurité. Euh, D'entraîner en tout cas de former le personnel. Ça c'est une part importante sur la partie sécu. Je le disais tout à l'heure, on est plus sur la sensibilisation, mais un vecteur, enfin le plus simple pour rentrer dans une entreprise, ça reste le mail et le mail, celui qui l'ouvre, c'est un utilisateur, je vais dire lambda sans être péjoratif, donc il est important de sensibiliser régulièrement vos collaborateurs euh, à la sécurité informatique et puis aux risques qui découlent d'un mauvais clic. Euh, Faire un inventaire des logiciels open source, c'est vrai que la partie open source a un avantage bien souvent, c'est que il n'y a pas de licence à acheter. Euh, Malgré tout, ça demande pas mal de maintenance, autant sur un Windows. Maintenant, les mises à jour sont largement automatisées. Ça demande quand même un suivi quand c'est déployé dans une entreprise, mais sur la partie open source, c'est encore plus vrai. Euh, Etc. Voilà. Mais le premier point, enfin, ce que je souhaitais mettre en avant, c'est que ça reste la partie ransomware qui a étudié mettre en place des systèmes de détection et de réponse. Donc, je l'ai rappelé un petit peu en introduction. Dans le groupe, on a différentes activités autour des métiers de l'informatique. Euh, on a depuis quelques années mis en place ce qu'on appelle nous une commission qui est transverse à ces différentes activités. Une commission sur la cybersécurité. Euh, Au global, ça regroupe 20 techniciens, ingénieurs et consultants. C'est une équipe d'une vingtaine de personnes techniques sur la cybersécu, dont c'est le métier. C'est un groupe des certifications, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, des certifications des personnes sur des produits, sur des parties firewall, parties antivirus, etc. Mais aussi des labels et certifications au niveau de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, au niveau du groupe, on a 3 centres de services qui permettent de répondre à vos utilisateurs et à réaliser du service proactif, que ce soit sur de la supervision ou justement du SOC. Et puis au niveau du groupe, c'est plus de 2500 firewalls qui sont infogérés. Donc là, on a mis ce chiffre en avant. Mais c'est aussi plus de 15 000 licences antivirus qui sont distribuées et pour une partie qui sont managées par nos équipes. Donc on a voilà, au niveau du groupe, une forte, euh, une forte expérience sur la partie sécurité et services de sécurité managés en fait par nos équipes. Nos partenaires technologiques, voilà, je vais pas tous les passer en revue, ils ont chacun leurs outils autour de la sécurité. Je parlerai plus ensuite des offres, sachant que avec chacun de ces éditeurs, on a des partenariats privilégiés qui nous permettent, enfin, qui nous imposent déjà de nous maintenir à jour en termes de technologie, avec qui on échange régulièrement sur la partie sécurité, avec qui on fait des retours d'expérience. Euh, et avec lesquels on vous propose derrière des solutions concrètes à mettre en œuvre chez vous. Et puis nos engagements, institutions et labels pour vous donner un petit peu de crédibilité à vos yeux, on va dire, et puis pour être voilà euh, cohérent. Sur la partie sécu, on a bien sûr sur la partie RGPD, j'en parlais tout à l'heure, des DPO qui sont certifiés. On fait partie du campus cyber aussi, qui regroupe les organisations sur la partie cybersécurité au niveau régional. On est présent au Forum international de la cybersécurité début juin. Je sais pas si parmi vous peut-être il y a des personnes qui ont prévu d'y aller. Vous nous retrouverez notamment sur le stand F30 de la région Nouvelle-Aquitaine, où il y aura en particulier des équipes de Novancy
qui représente le groupe sur ce forum. Sur la partie hébergement, on est certifié ISO 27001, donc c'est une certification internationale sur le management de la sécurité des systèmes d'information. On a un label décerné par l'ANSSI, qui est le label Expert Cyber. Et puis on est partenaire France Relance. Donc ça, c'est un programme orienté pour les collectivités, qui permet, enfin qui a été lancé pour que les collectivités puissent monter d'un niveau leur cybersécurité. Et donc on a dans ce portail France Relance notre catalogue d'offres qui est à disposition des collectivités pour les accompagner dans de la mise aux normes ou en tout cas pour améliorer leur sécurité via des audits et via la mise en place de solutions techniques de sécurité. Donc notre approche globale au niveau du groupe pour vous accompagner sur la mise en place enfin, sur la cybersécurité en règle générale, hein, elle passe par 4 axes. Donc on a la partie l'axe d'analyse qui est un passage obligatoire, on va dire, pour pouvoir sécuriser euh, quoi que ce soit hein, d'ailleurs, puisqu'on va là être plutôt sur un mode d'audit ou en tout cas de prise de connaissance, de manière à pouvoir ensuite mettre en place des mesures techniques ou vous aider à mettre en place aussi des mesures organisationnelles pour protéger votre informatique et vos données. Euh, Tout ça, ça demande à être managé, à être surveillé, à ce qu'il y ait des actions récurrentes de réaliser, puisque bien entendu votre informatique elle va bouger, les failles, bah, potentiellement il va en être trouvé des nouvelles et donc il va falloir patcher, mettre à jour. Les antivirus ou les EDR vont remonter de l'information, il va falloir surveiller tout ça. Et puis bien entendu, malheureusement en cas de problème ou en cas de piratage, eh bien, il faut pouvoir intervenir et ça s'anticipe également. Ça peut même se tester une gestion de crise, mais ça doit avant tout s'écrire et se mettre à plat pour essayer de déterminer bah, ce qui se passerait et comment on réagirait en cas de crise, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on restaure les données, comment on gère cette crise. Donc dans le détail, hein, sur la partie analyse, on va pouvoir proposer différentes solutions, notamment l'analyse de vulnérabilité. Donc ça peut être fait en mode audit, mais aussi en mode continu. C'est de vérifier via des sondes potentiellement les vulnérabilités qui sont sur enfin, les vulnérabilités connues en tout cas de votre réseau. On a également une offre de test de phishing. Donc le test de phishing, c'est en fait on conçoit ensemble un mail, infomail, et puis on l'envoie à tous vos utilisateurs et puis on évalue ensuite un petit peu le niveau de vos utilisateurs enfin en tout cas la réaction de vos utilisateurs face à ce phishing. Et puis on peut en déduire peut-être des populations chez vous qui méritent d'être un peu plus sensibilisées ou un peu plus formées sur la partie informatique et sécurité. Euh, on a aussi à notre catalogue des tests d'intrusion. Donc le test d'intrusion, c'est en fait le principe de se mettre à l'extérieur de la société, de se dire bah si je veux attaquer votre société, comment est-ce que je m'y prends, et d'essayer en fait de pénétrer le réseau de votre entreprise. En fait, c'est un petit peu un test grandeur nature hein, de se dire comment un hacker s'y prendrait et de le faire un petit peu en réel. Donc sachant que ça existe aussi dans la sécurité, on va dire des bâtiments ou des locaux ou des stocks. C'est pas spécifique à l'informatique, nous on le fait que sur l'informatique, mais c'est des tests de sécurité qui permettent d'avoir un retour d'expérience par un tiers, de voir comment est-ce que votre entreprise peut être vue et, euh, et attaquée de l'extérieur. Et ça va mettre en exergue potentiellement hein, des points de vulnérabilité à patcher, à améliorer. Ça donne des axes d'amélioration. On a la partie évaluation utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on réalise via un outil de Vaelia qui est disponible pour d'autres
aussi d'autres technologies que la sécurité, enfin d'autres outils. Et là, on a en particulier un test qui permet d'évaluer les utilisateurs par rapport à leurs connaissances et à leur sensibilité sur la sécurité informatique. Là encore, un petit peu comme le test de phishing, ça peut permettre d'identifier dire un petit peu ou les maillons faibles potentiellement dans votre entreprise qui mériteraient d'avoir une formation complémentaire sur la partie sécu, sachant qu'on propose en parallèle une formation à distance sur la partie cybersécurité. Entre la formation et la sensibilisation, c'est sur un format d'1 heure qui permet de faire monter en compétence et en compréhension du sujet de la cybersécurité pour les utilisateurs finaux. On peut réaliser des prestations d'audit de configuration du matériel, enfin matériel ou logiciel d'ailleurs, hein, système d'exploitation notamment, où là en fait on va prendre les best practices de l'ANSSI et puis les comparer avec la configuration que vous avez mise en place sur un firewall, sur un Active Directory, sur un serveur Windows, sur un serveur Linux. On va prendre un petit peu les bonnes pratiques euh, et vérifier les écarts sur votre configuration. Donc là aussi, hein, le but de c'est pas de dire que qui que ce soit a pas bien fait son boulot, mais c'est de faire de l'amélioration en continu et d'avoir un œil externe sur une configuration. Bah, ça peut permettre de mettre en évidence des choses qu'on fait machinalement au quotidien ou régulièrement et qui peuvent être améliorées. Et bah, à l'issue de cet audit, eh ben, on va proposer probablement des actions correctives, alors soit majeures, voire critiques à faire dans l'urgence tout de suite, puisqu'il y aura vraiment des défauts constatés à corriger tout de suite, ou des écarts mineurs qui peuvent être faits un petit peu plus dans le temps, et tout ça ensuite, ça se priorise et ça se réalise pour bah, toujours être dans un cycle d'amélioration. Et puis on propose des audits RGPD, hein, des audits de conformité par rapport au règlement européen sur la protection des données personnelles. Donc ça c'est l'axe d'analyse. Ensuite sur la partie protection, euh, donc on a différentes offres au catalogue, bien entendu l'antivirus. Donc l'antivirus, historiquement c'est un moteur qui compare les logiciels exécutés ou téléchargés sur le poste avec des bases de virus connues. Les antivirus ont beaucoup évolué ces dernières années avec des moteurs d'intelligence artificielle, d'analyse comportementale, etc. Aujourd'hui, il faut vraiment aller vers ce type de solution avancée, puisque, bah, comme je le disais tout à l'heure, les ransomware ils sont fabriqués pratiquement pour une attaque ciblée donnée. Donc le moteur avec les simples définitions de virus n'est pas complètement efficace puisque des menaces il en sort des dizaines tous les jours. La partie EDR, donc ça également c'est sur le poste de travail. Donc EDR c'est Endpoint Detection and Response. Donc là c'est à partir du moment où un logiciel a pu s'installer un logiciel indésirable, un virus, hein, a pu s'installer sur un poste ou un serveur. Euh, le module EDR, sa charge, ça va être de détecter des comportements anormaux et, euh, et éventuellement d'y apporter des réponses. On le verra un peu plus en détail en fin de webinaire. Le firewall, bien entendu, c'est votre porte d'entrée-sortie à Internet, hein. C'est un incontournable dans la sécurité informatique et dans les mesures techniques à mettre en œuvre. Là aussi, on n'est plus sur des moteurs simples d'antivirus ou de l'ouverture-fermeture de port. On va beaucoup plus loin dans l'analyse avec de la PT blocker, de l'Advanced Threat Protection, du sandboxing, etc. La formation, bien entendu, on en parlait un petit peu tout à l'heure, le MFA, donc c'est l'authentification multifacteur. On l'a vu tout à l'heure, les groupes de pirates peuvent se servir d'identifiants qui ont été volés ou d'attaques brute force. Un moyen de s'en protéger, c'est de mettre de l'authentification multifactorielle, c'est-à-dire que l'utilisateur, pour se connecter à distance à vos outils, doit rentrer son login, son mot de passe, mais aussi un code à usage unique qui est généré soit sur son mobile, soit sur une clé physique, un petit peu comme ça se fait maintenant, notamment c'est obligatoire pour l'accès à ces comptes bancaires sur Internet. On a une authentification multifacteur.
Le filtrage SMTP, ça aussi c'est très important, comme je le disais tout à l'heure, un des grands vecteurs d'attaque, ça reste le mail, hein. Donc mettre des bons filtrages antivirus, anti-spam, là aussi avec de l'APT, c'est important pour essayer de faire en sorte qu'un minimum de virus ou de spam puisse arriver jusqu'à l'utilisateur. Le MDM, ce sont des outils mobile device management de gestion des périphériques mobiles qui vont vous permettre d'imposer des politiques de sécurité ou des politiques tout court sur les mobiles, qu'ils soient smartphone ou tablette. Le durcissement Active Directory, alors ça on est sur de la prestation sur la partie Active Directory Microsoft qui permet de mettre en place des politiques de sécurité, de ce qu'on appelle tuner en fait l'Active Directory de manière à affiner son paramétrage afin qu'il soit beaucoup plus compliqué de l'attaquer. Et puis bien entendu, c'est un peu l'ultime roue de secours, mais c'est quasiment, j'ai envie de dire, la première à mettre en œuvre, c'est la sauvegarde déconnectée. Euh, c'est vraiment important sur vos infrastructures d'avoir une sauvegarde complètement déconnectée de votre réseau. Alors, il y a les bandes, il y a les disques qui peuvent être déconnectés du réseau. Ça reste des opérations manuelles. L'idéal étant d'automatiser ça via une sauvegarde en ligne. Vraiment, c'est le point important, c'est le premier point de votre plan de reprise d'activité. Quand on disait tout à l'heure le premier point sur les points d'attention à avoir pour les années à venir, c'est la partie réponse au ransomware. Le ransomware va s'attaquer principalement à vos données et c'est important que bah, vous ayez pris en compte le scénario où vous avez un ransomware et le scénario où vos sauvegardes, si elles sont sur le même réseau, potentiellement, seraient aussi attaquées et chiffrées. Avec bien entendu des validations de sauvegarde, puisque c'est bien de sauvegarder, mais faut-il encore pouvoir restaurer. Euh, donc là, il est important de tester régulièrement que les sauvegardes soient cohérentes et puissent être restaurées. Donc la surveillance, le troisième axe, notre système il est pas figé, il va vivre. On a parlé d'EDR qui fait de la détection et de la réponse, mais toutes les réponses ne sont pas automatisées dans l'EDR puisqu'il peut y avoir un défaut positif. Donc ça va remonter des alertes et ces alertes il faut les traiter puisque bah, c'est là qu'on va pouvoir détecter potentiellement un virus qui est installé et qui est en train de se latéraliser sur votre réseau. Donc tout ça c'est du service de surveillance à réaliser. Donc au travers d'un SOC, Security Operations Center, qu'on a appelé SOC entreprise chez nous, mais euh, c'est le principe du SOC. Et puis on a différents services aussi de surveillance, la mise à disposition d'un DPO, le CERT, la partie veille technique et veille sur les vulnérabilités, alerte des vulnérabilités et des indicateurs de compromission. Et puis une veille juridique qu'on peut réaliser pour vous également. Et puis enfin, intervenir et remédier à l'incident. Donc on va proposer des services de SOC avancés et de gestion de crise. On va pouvoir vous accompagner bah, en amont, à anticiper éventuellement une crise et à mettre en place les bonnes procédures. Ou alors, en cas de crise, pouvoir vous aider à intervenir, à identifier peut-être le entre guillemets patient zéro qui a été infecté au début et puis isoler le poste ou le réseau et vous aider à intervenir et à remettre en production éventuellement l'informatique qui aurait pu être touchée par une attaque ou un incident. Donc pour finir, je vais vous faire un petit focus sur la partie SOC. Du coup, donc qu'est-ce que c'est qu'un SOC? Bon, on l'a représenté un petit peu grossièrement ici. Il y a votre entreprise avec potentiellement différents capteurs. Donc justement la partie antivirus, EDR sur les postes de travail, potentiellement votre firewall aussi qui remonte des logs. Tout ça, ça va donner lieu à des événements. Alors soit des événements de blocage, auquel cas il n'y a pas
grand chose à faire, hein. L'antivirus, il détecte qu'il y a un virus, il le bloque, ou il le met en quarantaine, et puis voilà, c'est tout bon entre guillemets. Par contre, potentiellement, il peut y avoir aussi des alertes de détecter, mais qui sont pas identifiées à coup sûr comme étant des ransomware, mais qui sont des choses à vérifier. Euh, et tout ça, ça demande à ce que ce soit surveillé et à ce qu'il y ait des actions qui soient mises en place en fonction de ce qui est détecté. Donc pour notre offre de SOC, on s'est basé sur une solution qui s'appelle, qui s'appelait, que vous connaissez peut-être sous le nom de F-Secure, qui s'appelle maintenant WithSecure, et plus précisément WithSecure Elements. Pour faire court, c'est un antivirus avancé. C'est un logiciel européen, il est finlandais en l'occurrence. Bon, il a de bonnes capacités en termes de protection antivirus et il est surtout doté de différents modules. Notamment, bon, il y a bien entendu l'analyse avec sur la base des réputations et sur la base des définitions de virus, mais également un module d'analyse comportementale qui permet d'aller voir vraiment comment se comporte un logiciel sur le poste de travail et en fonction de ce qu'il fait, va potentiellement le bloquer. Euh, on a de l'intelligence artificielle, on a du sandboxing pour aller tester l'exécution de code et vérifier le bon fonctionnement, etc. L'outil aussi permet de faire une gestion des vulnérabilités sur les postes. C'est-à-dire que potentiellement vous avez un WSUS qui vous permet de maintenir vos Windows à jour. Lui il va aussi détecter les différents logiciels qui sont installés sur le poste. N'importe quoi, mais le Firefox, le Chrome, le Acrobat Reader, et vous alerter dans le cas où il y a des mises à jour à passer, euh, de manière à ce que vous puissiez maintenir votre parc en place. Voilà pour les grandes fonctionnalités sur la partie purement antivirus, mais surtout, on va se baser sur le produit, notamment pour ses facultés également d'EDR, de manière à pouvoir détecter potentiellement, comme je le disais tout à l'heure, hein, les virus qui s'installent, qui arrivent à passer les différentes barrières et qui vont avoir des comportements anormaux sur le poste de travail. Donc là, on va fournir ce service d'EDR sur le poste de travail qui va détecter potentiellement justement les appels au centre de commande et contrôle, comme on en parlait tout à l'heure, les adresses et les portails de commande et contrôle, comme je le disais tout à l'heure, ils peuvent être créés spécifiquement pour une attaque. Donc potentiellement, les adresses IP, elles sont pas encore dans les blacklists. Euh, donc votre potentiellement le virus va s'installer, va commencer à s'exécuter et va lever une alerte par contre dans la solution EDR et cette alerte il va falloir la traiter. Donc le service qu'on propose c'est non seulement la licence de l'antivirus et de l'EDR qu'on va déployer sur votre environnement, mais c'est un périmètre de service pour que nos analystes puissent traiter pour vous les alertes qui vont remonter dans l'outil d'EDR et puis faire un premier diagnostic. Donc sur cette offre-là, on a deux niveaux de service SOC, donc le SOC entreprise qu'on retrouvait dans les exemples tout à l'heure d'offres techniques à mettre en œuvre. Donc sur le SOC entreprise, bien entendu, on fournit la solution, on la maintient en condition opérationnelle, on va suivre les alertes sur le portail. On va les trier à distance pour vérifier et évacuer tout ce qui est faux positif, sachant que dans les premières semaines d'utilisation, le logiciel va un petit peu aussi apprendre les comportements sur votre environnement. Euh, Par exemple, je sais que moi sur mon poste en interne, on utilise un logiciel qui remonte en faux positif. Les deux premières fois, ça remonte un faux positif, et puis la troisième fois, il a appris que c'était un comportement normal, que c'était un faux positif, donc il évite de déclencher une alerte sur ce comportement-là. Dès le premier niveau de service, on va automatiquement avoir une première réponse, c'est l'isolation du poste infecté du réseau en cas d'alerte critique. C'est-à-dire que quand on est sûr à 95% que c'est une attaque, la partie EDR de WithSecure va permettre d'isoler le poste. Il va pouvoir toujours être administré à distance via l'outil WithSecure, mais par contre, ça va empêcher ce dont je vous parlais tout à l'heure, la latéralisation de l'attaque.
Le virus va, s'il est installé, il va rester coincé sur le poste de travail. Il va pas pouvoir aller se déployer sur l'ensemble de réseau. Donc ça, c'est une action automatique. Dès qu'une alerte critique est détectée, le poste peut être isolé. Et puis bien entendu, on va fournir un reporting mensuel de ce qui a été fait. En niveau 2, on va un peu plus loin dans le service, c'est-à-dire qu'on va avoir des analyses de niveau 2 qui vont regarder dans le détail ce qui a pu se passer et déclencher cette alerte, sachant que dans ce type d'outils, ce qui va être remonté, c'est tous les processus du poste qui ont pu être lancés, les accès à la base de registres qui ont pu être faits, les modifications de registres qui ont pu être faits, les flux réseau qui ont pu être réalisés par le processus en question. Donc tout ça, ça demande un niveau d'expertise de niveau 2 en termes de cybersécu et d'aller pousser l'investigation en niveau 2. C'est ce qu'on fait donc dans l'offre SOC avancée au niveau 2. Et puis bien entendu, on va vous faire quelques précos hein, enfin des préconisations par rapport à cette attaque en particulier, qui peuvent être par exemple de formater le poste. Mais on va aussi faire de l'investigation, de rechercher par où ça a pu rentrer, comment ça a pu rentrer, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécu. Si on doit intervenir pour remédier là, par contre, ça, c'est une prestation complémentaire parce que l'impact n'est pas forcément identifiable et mesurable à l'avance. Et puis peut-être que vous avez aussi d'autres prestataires qui gèrent votre parc. Donc voilà, ça c'est un petit peu à part. Merci pour votre attention. J'ai pas vu de questions jusque-là, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur ce sujet ou un autre. Et oui, je n'ai pas de questions. À l'issue du webinaire, je pense que l'outil va vous proposer de remplir un petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le renseigner. Au contraire, ça nous donne un petit peu de retour d'expérience sur les présentations. Et puis n'hésitez pas non plus à le renseigner si vous voulez qu'on ait un échange plus particulier sur certains sujets pour vous aider. N'hésitez pas non plus à vous adresser à nos responsables d'affaires ou ingénieurs commerciaux. Là, c'est vrai que dans la présentation, on parle d'offres d'audit, d'offres très complètes. Ça peut vous sembler parfois un peu lourd. Nos responsables d'affaires sont très sensibilisés sur les sujets de la cybersécurité. On fait des formations régulières avec eux pour voilà, qu'ils continuent à maintenir, à avoir un bon niveau de connaissances sur le sujet. Ils peuvent aussi bien vous guider sur les choses à mettre en œuvre potentiellement en priorité sur vos infrastructures. Et puis potentiellement, ils peuvent aussi déclencher un échange avant-vente avec moi-même. Je crois que je me suis pas présenté d'ailleurs. Je suis Frédéric Boursier, le directeur technique d'Ideline et de Novancy. Donc un échange avant-vente, soit avec moi-même ou avec mes collègues de notre commission cybersécu sur les différentes entités du groupe. Bon, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi la présentation et puis bonne suite d'après-midi. Au revoir.